Voici info.tvc en manchette. Première visite du CEREX après un investissement de 4,3 millions de dollars. Retour sur le congrès de l'UPA à Québec et bon coup matapédien en agriculture. Retour sur la formation en transformation alimentaire offerte par le MAPAC à Amqui. Nicolas Bélanger, apiculteur, propose des solutions pour la survie des abeilles. Et finalement, Guylaine Raymond vous propose 2 suggestions cadeaux. La grande famille de la ressource vous convie à son 23e Téléradioton. Le spectacle du 18 janvier sera capté par Nous TV de Cogeco et diffusé le dimanche 19 janvier dès 10h sur toute la télévision locale du territoire. Les 18 et 19 janvier prochains, joignez-vous à la famille de la ressource. Soyez généreux. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Pour la dernière fois de l'année 2019, encore plein de sujets matapédiens à vous présenter et on commence tout de suite en vous amenant visiter la nouvelle installation du CEREX d'Amqui, le centre de recherche sur le bois que vous voyez derrière la cantine Fortier. Vous avez sûrement remarqué qu'ils se sont fait une beauté durant les derniers mois. Eh bien, on a eu l'honneur d'aller faire une visite à l'intérieur pour vous montrer leurs nouvelles installations. Monsieur Dallain, on est ici parce qu'il y a énormément de changements qui ont eu lieu ici, au CEREX. D'abord, les rénovations. Est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que vous avez fait ici? OK. Oui, on est très content des rénovations. Juste pour un rappel, on a eu une subvention là, des gouvernements autant fédéral que provincial pour faire des rénovations. C'est un projet de 4,3 millions de dollars qu'on a fait, disons, depuis les 18 derniers mois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a touché le bâtiment au complet, mais la grosse partie, la majeure partie des rénovations, c'était dans le centre du bâtiment. Il y avait une tour qui était vide, finalement. C'était des équipements industriels du temps. Et dans cette tour-là, on a aménagé, bien, la tour avait 6 étages. On a coupé ça à 3 étages et on a aménagé des laboratoires au rez-de-chaussée. Premier étage, on a des bureaux, puis deuxième étage, on a des salles de conférence. On a 2 grandes salles de conférence. Fait qu'on est très content de ces travaux-là, mais en réalité, tous les bureaux ont été rénovés. Les laboratoires qui étaient vastes et ouverts avant, aire ouverte, finalement, on a subdivisé ces laboratoires-là pour les rendre plus fonctionnels, là, disons par thématique. On a amélioré la ventilation, on a amélioré l'isolation, on a remplacé toutes les lumières par des lumières d'ailes, pour économiser au niveau de l'électricité. Donc, c'est une mise aux normes au complet là, du bâtiment qui avait grandement besoin de travaux parce que le bâtiment avait 50 ans. Là. Et il y a aussi eu le retour de votre certification là, pour recevoir des étudiants ici. Oui. C'est ça. Dans la dernière année, bien, c'est cet été, disons, à la fin juin, on était, à chaque 5 ans, il faut refaire certifier notre statut de centre collégial de transfert technologique avec le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Économie. Donc, durant la dernière année, on a refait notre planification stratégique, on a eu la visite d'un comité de visiteurs d'évaluation de ce qu'on fait ici, savoir si on rencontre toujours notre mission, si on travaille avec le cégep, avec les étudiants, les professeurs et tout ça. Et suite à cette visite-là, on a eu notre le statut a été reconduit encore pour 4 ans, jusqu'en 2024. On est donc très contents. Ce statut-là vient avec quand même un financement de base
au niveau de 1 million de dollars sur 5 ans au niveau du ministère de l'Éducation et de 80 000 fois 5, 400 000 dollars du ministère de l'Économie là, sur 5 ans. Donc, c'est 1 400 000 de financement de base qui est garanti là, pour les 5 prochaines années. Fait que c'est très important pour nous, là, pour la suite des projets. Là. Et vous avez une ressource aussi qui peut vous aider à mettre en application les matériaux que vous créez ici. Oui. En même temps qu'on a eu le statut de CCTT au niveau provincial a été reconduit pour 5 ans, on avait demandé d'avoir un statut semblable au niveau fédéral. C'est le CRSNG, là, le Conseil national de recherche en sciences et génie, qui nous a octroyé le statut de centre d'accès à la technologie en éco-construction. Et avec ce statut-là, on a eu une subvention sur 5 ans de 500 000 $, donc 100 000 $ par année. Puis essentiellement, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que, ça nous donne un statut de CCTT canadien, pan-canadien. Il y a 49 CAT, là, les centres d'accès à la technologie au niveau canadien. Donc ça nous ouvre beaucoup d'horizons et d'échanges avec d'autres centres partout au pays. Et en même temps, avec la subvention, on va pouvoir engager une nouvelle ressource. Cette ressource-là, c'est un gestionnaire de recherche en éco-construction, donc un professionnel de la construction et du bâtiment, soit un architecte ou un ingénieur civil ou en construction, qui va nous aider vraiment à aller plus loin dans ce qu'on fait. On travaille depuis plusieurs années au niveau du matériau bois, des matériaux biosourcés, à faire des produits, des matériaux écologiques. Mais là, cette ressource-là va vraiment pouvoir nous aider à aller plus loin pour faire le pont dans l'implantation de ces innovations-là dans le domaine de la construction durable. Vous travaillez aussi avec Damabois pour les bûches écologiques. Est-ce que ça va bien à ce niveau-là aussi? Ah oui, ça, c'est un projet qu'on a fait au cours des dernières années. Damabois, on a travaillé étroitement avec eux dans le développement de leurs bûches de nuit qu'ils ont présentement, une bûche écologique qui est faite essentiellement à partir de résidus de leur scierie de Tremble, surtout de l'écorce. Et suite à notre projet, bien, ils ont investi, je pense que c'est 5,4 millions de dollars et ça a créé plusieurs emplois, évidemment, dans la région. Puis leurs bûches écologiques sont sur le marché présentement. Là, leur marque de commerce, c'est Damaflamme. C'est un excellent produit, d'ailleurs. Alors, ça va très bien pour le CEREX. Et puis, ben, il y a quand même la possibilité d'engager d'autres employés. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un problème aussi, comme la majorité des entreprises, là, pour recruter du personnel? Oui. Bien là, présentement, l'équipe est assez stable, mais comme je vous disais, dans le cadre de notre nouveau statut de centre d'accès à la technologie, on est en recrutement présentement pour notre gestionnaire de recherche en éco-construction. Et bien, le poste est encore à combler. On a affiché notre poste, disons, au cours de l'été. On a passé une série d'entrevues. On n'a pas encore réussi, malheureusement, à combler ce poste-là. Donc, avis aux intéressés, ceux qui connaissent la construction, qui ont une bonne expérience et surtout l'intérêt de venir ici travailler avec nous là, dans ce domaine-là en développement. Bien, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, là, c'est sûr qu'on vit ça de plein fouet, là, la difficulté que beaucoup d'entreprises ont là, pour le recrutement. Là. C'est une des premières fois que ça nous arrive. On a un poste ouvert, puis on n'a pas réussi à le combler encore, mais on a confiance que ça va se passer dans les prochains mois. Alors, l'appel est lancé. Merci beaucoup, M. Dallain. Et puis, ça fut un plaisir de venir dans une belle entreprise comme ça dans la vallée. Bravo. On est très heureux de vous accueillir. Nathalie est allée rencontrer Bruno Dastou, le président de l'UPA Matapédia, qui nous fait un retour sur le congrès de l'UPA Québec et aussi qui nous parle des bons coups en agriculture qui se sont passés dans la Matapédia cette année. Bruno Dastou, président de l'UPA dans la Matapédia. Il y a eu un congrès dernièrement à Québec, congrès de l'Union des producteurs agricoles. Puis, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelles nouvelles ont été apportées?
Bonjour Nathalie. Bonjour. Oui, c'est ça. Il y a eu le congrès de l'Union des producteurs agricoles à Québec qui a lieu tous les ans, première semaine de décembre, qui regroupe l'ensemble des producteurs agricoles, qui rassemble les délégués de chaque région, de tout l'ensemble du Québec, les spécialités de production et les syndicats locaux de chaque MRC à grandeur de la province. C'est les nouvelles, c'est pour passer finalement les résolutions d'année en année, le travail qu'il y a à faire, une rétrospective de ce qu'il y a eu fait dans l'année dernière et ce qu'il y a les dossiers à traiter dans l'année qui vient. Ça fait beaucoup. Vous êtes combien, finalement, à vous ramasser? C'est plus de 400 personnes qui se ramassent. C'est un peu moins qu'il y a à la création de l'UPA. La création de l'UPA, c'est il y a 95 ans passés. Il s'était ramassé 2200 personnes à Lévis cette année-là. Donc, c'était énorme en train dans ce temps-là. Mais là, aujourd'hui, plutôt que d'être tous les producteurs sont tous invités. Il y a de la place, il y a des sièges à l'arrière, mais l'Assemblée se fait surtout avec les délégués de chaque région. Okay. Puis là, il y a dû être question de propane, de céréales. Oui, il y avait comme je te dirais même un petit vent de panique là, dans les corridors, parce que c'était les récoltes. Vous savez que les récoltes sont, première des choses, on a semé très tard au printemps, à grandeur de la province. Une été très froide. Ici, à Amqui, on est en déficit de degrés jour, 700 degrés jour de déficit. Sur une année moyenne de 2200, 700, c'est énorme. Il a fait froid cette année. Il a fait froid jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Il n'y a à peu près pas eu de journée à 30 degrés Celsius. Septembre a été très froid. Les récoltes de céréales, le foin, ça va. Dans la région ici, il y a eu suffisamment de foin dans Matapédia pour nourrir l'ensemble des... On arrive à la récolte de céréales à l'automne, froid, humide, difficile de récolter. Les rendements auraient été là. Les rendements seraient bons, sauf que c'est la difficulté de le récolter. Des gens qui, d'habitude, récoltent des céréales pour la conservation, 14, 15, aller jusqu'à 18 % d'humidité. Cette année, ça récoltait 24, 25, jusqu'à 30 % d'humidité, ce qui demande beaucoup de séchage. Seulement, la seule ventilation d'un silo ne suffit pas. Ça demande un séchoir. Séchoir au propane, pour la plupart. Et avec la grève, la fameuse grève du CN, c'est épouvantable. Oui. Et le gros de la crise à l'heure actuelle, c'est surtout dans les plaines du Saint-Laurent, dans le coin, en Haut-de-Québec, Québec vers Montréal, la Montérégie, qui, eux, en plus de semer tard comme ici, le climat plus froid, tu arrives à l'automne, les récoltes sont tard, la neige est tôt. Il restait encore la semaine passée près de 40 % du maïs encore au champ, qui n'était pas récolté. Et ça, tu bats ça dans l'humidité. Même la crise du pétrole, étant donné la grève des cheminots, le propane n'était plus acheminé. A fallu arrêter les batteuses parce que les séchoirs ne fonctionnaient pas. Si tu bats le maïs humide, il faut que tu le sèches immédiatement. Ça commence à pourrir. Ouais. Donc, ça a retardé encore la récolte. Et c'était un petit peu l'état de crise. Quand M. Christian Overbeck, qui est président des cultures commerciales, vient dire au micro, je ne pensais pas jamais entendre ça dans ma vie, mais il dit M. Overbeck, je pense qu'on va être bon pour fournir nos clients avec du maïs américain. C'est d'habitude. Le Canada, c'est un garde-manger habituellement. Oui, parce que la majorité du temps, c'est des contrats qu'ils prennent avec leur clientèle pour fournir le maïs. Là, à l'heure actuelle, même le maïs américain, le maïs ontarien, eux aussi, les récoltes sont très humides et ça a été difficile à récolter eux aussi. Et c'est la quantité, à un moment donné, qui fait que le Québec pourra peut-être s'approvisionner de ce côté-là, mais sans dire que les prix sont augmentant, sans savoir quand est-ce que le prix va augmenter, va arrêter d'augmenter. Là. Il y a dû y avoir des demandes qui ont été faites au gouvernement pendant ce congrès-là. Oui, il y a une résolution spéciale qui est arrivée sur le plancher du Congrès pour justement pallier
pallier, on va dire vite, à peu près dédommager un peu les investissements que les producteurs font. Ça coûte très cher, semer du maïs. Quand on ne le récolte pas à l'automne, là, la récolte sert à payer les batteuses. Les batteuses de ce maïs-là, ça coûte 500, 600, 700 000 la batteuse, la machine. Donc, il faut que les producteurs qui récoltent à l'automne payent leur terme de batteuse, leur terme les champs. Les champs coûtent... le sol est très dispendieux dans ce coin-là. Les taxes foncières sont élevées. Les dépenses sont élevées. Et tu te fies sur la récolte. Quand il y a une seule récolte par année, tu te fies là-dessus pour tout payer, remplir la marge de crédit et toutes les dépenses de l'année. Cette année, 40 qui n'est pas récolté, ben c'est 40 qui servait à tout payer ça. Là. Tout payer ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, il y avait comme un petit vent de panique là, dans les... Oui, je comprends. Mais ici, dans la Matapédia, vous avez été un peu moins touché. Ici, dans Matapédia, ben, on n'a pas de maïs grain. Il y a un peu de maïs dans le silage qui a été récolté trop humide, lui aussi, puis qui a été, disons que la qualité n'est pas là. Un peu comme la céréale. La qualité est là quand on a réussi à le sécher. Mais dans l'ensemble, c'est ça. C'est une automne difficile, très difficile pour les récoltes de céréales. Mais c'est ça. Malgré que ça fait... Disons, c'est ça. Dans l'ensemble, les fourrages en Matapédia, c'est parce qu'on n'a pas la même culture. Ici, on a surtout des productions animales, en partie. Donc, du côté foin, c'est quand même... Il y en a assez pour se nourrir. Côté maïs dans le silage, comme on dit, il y en aurait suffisamment, mais de moins bonne qualité. Bon, ça va diminuer. Ça va être plus difficile de soigner. Il va falloir... ça dans des céréales récoltées très humides, il peut s'amener des toxines, ce qu'on appelle des toxines là-dedans, autant dans le maïs comme dans le grain. Et ça, à ce moment-là, ça prend du charbon ou des antitoxines commerciaux pour réussir à contrer chez l'animal l'effet néfaste des toxines dans les céréales. Wow. C'est tout un monde là, à explorer encore une fois. C'est un gros problème à régler. Il faudra le surveiller encore C'est un problème qui, à l'automne, mauvaise récolte, vient se répercuter sur l'ensemble de l'année, aller jusqu'à l'autre récolte, en espérant que l'autre récolte est meilleure au goût. Y a-t-il moyen de se préparer un peu, de dire, bon, ben là, on a des étés comme ça maintenant, y a-t-il une façon de faire autrement? Comme pour le propane, est-ce qu'il y a moyen d'avoir, je sais pas, du chauffage à biomasse? Le chauffage, oui, il y a certains séchoirs qui sont chauffés à biomasse, sauf que, disons, tu peux pas changer ça du jour au lendemain. Ouais. C'est un peu comme changer un système de chauffage dans une maison. Il faut prévoir un peu d'avance et c'est toujours quand même du temps. Mais chauffer tout ça à biomasse, pas sûr qu'il y aura assez de biomasse aussi. Il faut quand même, la ressource, il faut quand même la gérer elle aussi là, pour couvrir l'ensemble. Mais dans la région ici, ben c'est ça. Les récoltes ne sont pas les mêmes. C'est plus facile à sécher que du maïs. Les gens s'en sont... Malgré que même s'il reste encore des récoltes dans Matapédia qui sont sous la neige à l'heure actuelle, là. Il y a des... Ça va être récoltable au printemps, non? Non, fini. Fini. À l'heure actuelle, là, ça reste au champ. Ça va être ARC au printemps prochain. Mélangé. Ça va engraisser le sol. ça va engraisser le sol, c'est tout. C'est tout ce que ça peut faire. Donc, c'est là d'où vient l'importance de la résolution sur le plancher du Congrès, d'aller chercher des aides auprès du gouvernement pour être capable de ressemer au printemps prochain. Il y en a dans le coin de la Montérégie qui vont être obligés de fermer les portes, je crains. Des jeunes producteurs qui font juste commencer et qui... ça décourage en partant pas mal. Ça décourage en partant. Une pareille mauvaise année. Puis dans le Bas-Saint-Laurent, ben c'est ça, c'était une année pour un peu refaire les stocks parce que l'an passé, la sécheresse de 2018 et de 2017 avait vidé les granges bien vides. C'était une année pour refaire les stocks. Donc, Puis en réalité, ce qui a été fait, c'est juste combler pour réussir à manger tout l'hiver. Les stocks n'ont pas été refaits. Là.
ça prend des années avant de refaire des stocks là, qui étaient des stocks de secours ou des stocks un tampon là, pour réussir à se rendre d'une année à l'autre là, de récolte. Monsieur Dastou, à travers tout ça, il y a quand même des bonnes nouvelles. Oui, il y a quand même des bonnes nouvelles dans Matapédia. On vient d'avoir un éleveur hosting de la Matapédia qui a remporté la meilleure vache d'exposition au Canada à la Royal Winter Fair qu'il y a eu au mois de novembre, Joël et Mireille, durant Saint-Joseph à Amqui. C'est une exposition la plus prestigieuse au Canada. Il y a combien d'exposants qui vont là? Oh, là, tu m'en poses une bonne. Je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Il y en a de la grandeur du Canada. Il y en a du Wisconsin. Il y en a du nord de la Californie. Il y a beaucoup de monde qui viennent exposer à cette exposition-là. C'est canadien et même plus. Là. Ah oui. Donc, on a vraiment de la bonne génétique ici dans la vallée. On a un champion dans la Matapédia pour en faire. En termes de génétique hosting, c'est la ferme et Joël et Mireille. On a d'autres bonnes nouvelles aussi. On a, disons, c'est ça, vous savez tous qu'on a une ferme qui a passé au feu la semaine d'avant, il y a 3 semaines environ. Je pense que c'est ça. Il y a des intentions de reconstruire et de repartir il y a de la relève qui se propose, qui était déjà... Joseph était déjà en charge du troupeau, donc il y a l'intention de rebâtir. Tant mieux, merci beaucoup. On le félicite. Oui, parce qu'on sait que c'est pas facile. Oui. Et une autre ferme aussi qui s'installe dans le coin de Saint-Vianney. Là, c'est un long processus, un processus de prêt de quotas laitiers géré par les producteurs de lait du Québec. Ce qu'on appelle communément, c'est le 16-16, 16 kilos prêtés, 16 kilos achetés par le jeune. Et lui, il s'installe ou dans une ferme existante ou dans une ferme qu'il bâtit, qu'il reprend. Et c'est ça, il vient d'être accepté, un jeune de Saint-Vianney aussi, qui est accepté pour ce programme-là. Donc, c'est une ferme de plus dans la région. Oui. Il y avait à Saint-Arcius aussi. Oui, c'est ça. Oui, il est originaire de Saint-Arcius, mais il bâtit sa ferme à Saint-Vianney. Je félicite tout ce monde-là. Je les en remercie de participer à la vitalité du monde agricole matapédien. Oui, ça, c'est vraiment encourageant avec les nouvelles qu'on avait eues avant. Oui. Il y a toujours un petit côté positif à un moment donné. Là. Bien, merci beaucoup. Merci, Nathalie. Vous connaissez tous quelqu'un qui fait des petites conserves de petites fraises ou qui fait de la transformation alimentaire? Eh bien, savez-vous qu'il y a des normes à respecter à ce sujet? Nathalie est allée suivre la formation donnée par le MAPAC, la transformation alimentaire. Voici tous les conseils que vous devez respecter pour vendre vos petites transformations alimentaires. Madame Dubé, vous êtes conseillère en... dites-moi votre titre exactement. Oui, moi, je suis conseillère en développement du bioalimentaire pour le MAPAC au Bas-Saint-Laurent, puis je m'occupe de la transformation alimentaire. Puis, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est une formation qui s'adressait à qui exactement? En fait, c'est une séance d'information pour des gens qui souhaiteraient démarrer un projet en transformation alimentaire puis qui ne savent pas trop, dans le fond, par où commencer. Donc, c'est vraiment pour démystifier là, qu'est-ce qu'on doit faire pour démarrer un projet de transformation alimentaire. Il y avait quand même une vingtaine de personnes aujourd'hui. Je pense qu'il y a un engouement pour ça. Est-ce que vous avez souvent des appels à votre travail pour des questions plus pointues? Oui, c'est sûr. Là, il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt. Je pourrais pas le mesurer tant que ça pour l'ensemble de la région, là, mais on voit qu'aujourd'hui, ça a bien répondu. Puis on va tenir la même séance demain à l'Apocatière. Puis on a également une vingtaine d'inscriptions pour l'Apocatière demain. D'accord. Et puis, vous avez invité beaucoup d'intervenantes aussi. C'est surtout des intervenantes aujourd'hui. Je pense que ça complète bien votre formation. Est-ce que vous êtes toujours aussi bien accompagnés dans toutes les formations? Oui, on essaie de pouvoir là, leur donner la chance d'offrir les services qu'ils ont, là, parce qu'on a quand même plusieurs services en région qui sont méconnus. Donc, c'est une occasion de faire connaître ces services-là là, pour les gens qui souhaitent se lancer en transformation et les transformateurs également là, qui en font déjà là, présentement. Là. Oui. Et si on parle un peu de ce que vous avez parlé aujourd'hui, juste pour donner une idée là, des personnes qui voudraient peut-être assister à votre prochaine formation.
Oui, bien aujourd'hui, en fait, l'idée, c'était de pouvoir démystifier là, à quoi on doit réfléchir quand on veut se lancer en transformation alimentaire, c'est quoi les aspects réglementaires qu'on doit respecter, démystifier un petit peu les permis dont on a besoin. Également, là, les différentes choses, comme par exemple à faire un plan d'affaires, puis les questions qu'on doit se poser. Donc, c'est un petit peu ça là, que je voulais présenter aux gens aujourd'hui. Puis, les partenaires, ben, ils venaient présenter, eux, les services qu'ils pouvaient faire, là, soit au niveau du financement des projets, de l'aide à la commercialisation des produits, la formation aussi. On a l'ITA à la Pocatière, donc on a une belle maison d'enseignement pour donner de la formation. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les entreprises aussi, là. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est vraiment pour des gens qui ont l'idée de se lancer. C'est pas des transformateurs actuellement, mais vraiment pour les aider puis les accompagner. On a parlé beaucoup du coût de revient. C'est quelque chose à étudier avant de se lancer? Oui, exactement. Donc, c'est important quand on veut faire un produit de voir s'il va nous rapporter quelque chose. Donc, c'est important de sortir la calculatrice là, puis de compter avant de se lancer dans un projet. Là. Puis pour ça, ben il y a des organismes en région qui sont là pour aider les promoteurs, là, les SADC, les services aux entreprises dans la MRC qui offrent des services là, gratuits pour accompagner les entreprises là-dedans. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, merci beaucoup. Et si on veut vous joindre, c'est facile de trouver vos coordonnées? Oui, absolument. Donc, sur le site web du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, il y a mes coordonnées. Donc, il n'y a pas de problème pour nous contacter. Merci beaucoup. Merci. Madame Aubry, vous avez présenté l'Institut de technologie agroalimentaire qui propose diverses formations. Pouvez-vous préciser davantage pour nos auditeurs? Il y a 2 campus, un campus à la Pocatière et un campus à Saint-Hyacinthe. Et l'Institut de technologie agroalimentaire, c'est la plus ancienne école en agriculture au Canada. Et on offre 2 volets de formation, autant à la Pocatière que Saint-Hyacinthe, c'est-à-dire un volet de formation continue. Ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est toute l'offre de formation pour les entreprises, pour les travailleurs. C'est du perfectionnement de courte durée. Et dans les 4 secteurs qui nous caractérisent, ça veut dire le secteur équin, secteur horticole, secteur de production agricole et le secteur de la transformation agroalimentaire ou l'alimentation. Et ces 4 secteurs-là, c'est aussi les mêmes secteurs où on offre la formation collégiale parce que l'ITA, c'est comme un cégep, mais qui relève du ministère de l'Agriculture, où on forme des compétences des technologues en agroalimentaire et dans ces mêmes domaines-là. Alors, pour les entreprises qui ont qui œuvrent dans le secteur de la transformation alimentaire, c'est très intéressant d'aller chercher des compétences, soit en salubrité, en management de la sécurité, en transformation, d'aller chercher des compétences pour parfaire leurs produits puis leur cheminement. C'est un peu une sécurité. Et puis, il y avait des formations très pointues comme pour la production de kombucha. Ça peut attirer vraiment une nouvelle clientèle. Bien, on s'aperçoit que dans la transformation alimentaire, parfois, c'est un projet une réorientation professionnelle. Quelqu'un a commencé à petite échelle chez eux à faire un produit, puis finalement, il écoule auprès de sa famille, ses amis, puis il dit « Ah, j'aimerais ça en vendre dans les marchés publics. » Alors là, vraiment, ça prend une formation qui va lui permettre, justement, au niveau de la chimie, des aliments, au niveau des bases, de ses recettes, d'avoir un produit qui est conforme et qui se prête bien à la commercialisation. Donc, c'est à petite échelle, mais de commencer avec une formation de 7 heures, c'est pas un investissement majeur, c'est pas d'aller faire un 3 ans. Si un jeune qui veut s'en aller en alimentation va aller faire une formation de 3 ans, va devenir un technicien accompli, mais quelqu'un qui c'est un projet de deuxième orientation professionnelle peut commencer avec la même chose pour des formations en fabrication de saucissons ou alors on a des formations dans les secteurs carnés, les secteurs de transformation des légumes, les fruits et légumes, les produits laitiers, des formations en management de la sécurité alimentaire, en étiquetage, en contrôle de la qualité. Alors vraiment, c'est d'aller voir sur le site web ita.qc.ca, voir la diversité des formations, autant au régulier pour les étudiants qui veulent aller au cégep que pour la formation continue qui est destinée aux travailleurs et aux entreprises. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut la faire à distance. Oui, effectivement, il y a beaucoup pour les gens dans les régions. On a une belle offre de formation à distance, notamment dans le management de la sécurité. Alors, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'offre de formation continue de l'ITA. Merci beaucoup d'être venu ici et puis on vous souhaite encore longue vie, même si ça fait longtemps que ça existe. Merci beaucoup.
Bonjour, vous êtes représentante pour les saveurs du Bas-Saint-Laurent. Pouvez-vous me dire votre nom et ce que vous faites exactement pour l'organisme? Nicole Lavoie, je suis directrice à l'Association des saveurs du Bas-Saint-Laurent, qui est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des produits régionaux au Bas-Saint-Laurent, bien sûr. Vous regroupez combien de membres? Présentement, il y a 161 membres qui sont des producteurs transformateurs à plus grande majorité et hôteliers, restaurateurs, distributeurs, détaillants et institutions, bien sûr. Et dites-moi ce que vous offrez à vos membres exactement. C'est quoi l'avantage de devenir membre pour les saveurs du Bas-Saint-Laurent? Bien, c'est de profiter d'une promotion regroupée parce qu'on sait que la promotion, ça coûte cher. On se réunit sous un label de provenance, Saveurs du Bas-Saint-Laurent, qui nous permet de nous afficher. Alors là, on n'a pas besoin d'être membre toujours pour profiter, exemple, d'une campagne d'affichage chez les détaillants. On vient répertorier les produits du Bas-Saint-Laurent et on vient mettre des repères en magasin avec le beau petit logo Saveurs du Bas-Saint-Laurent, donc qui permet aux consommateurs de pouvoir retrouver en un clin d'œil les produits dédiés au Bas-Saint-Laurent et fabriqués au Bas-Saint-Laurent. Et vous avez fait une campagne monstre aussi avec le marché qui a eu lieu à Rimouski. Vous avez fait des vidéos, puis il y a eu vraiment là un engouement pour ces vidéos-là. Parlez-moi-en un peu. Donc, c'était une campagne de promotion de 80 reportages. Ça s'est déroulé sur la dernière année et demie. On a présenté 80 producteurs transformateurs de la région du Bas-Saint-Laurent, donc des 8 MRC. Et on venait vous faire découvrir le côté humain de ces producteurs transformateurs-là. Et ça a permis à plusieurs de se faire découvrir ou redécouvrir. Pour certains, il y a eu des méga succès, donc 75 000 vues de c'est pas croyable. Puis ça a permis d'augmenter le chiffre d'affaires. C'est extraordinaire. Puis c'est de voir que ces vidéos-là continuent à voyager un peu partout sur les réseaux sociaux et on peut les retrouver, les 80 reportages, sur notre site Internet. C'était un beau défi. Puis les vidéos ont été vues maintenant, là, on sait, à plus de 1 200 000 fois là, visionnées. C'est extraordinaire. Et pour devenir membre, comment on peut faire finalement? On vous contacte tout simplement. Est-ce que vous faites une analyse de l'entreprise? Comment ça fonctionne? Bien sûr, il y a des critères de base. Vous les retrouvez sur le site Internet. Il y a un premier formulaire à compléter où vous nous appelez. Il faut être bien sûr situé au Bas-Saint-Laurent. Il faut avoir un produit cultivé, récolté et ou transformé au Bas-Saint-Laurent. Autant pour les producteurs transformateurs, les restaurateurs se doivent d'utiliser les produits bas-laurentiens, nous le démontrer, ainsi que les détaillants et les distributeurs et institutions. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste utiliser les produits du Bas-Saint-Laurent pour devenir membre. Bien, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour nous faire connaître ce beau service. Bravo. Merci à vous de nous accompagner. Bonjour, tu étais l'une des intervenantes aujourd'hui qui était requise pour une super présentation des agronomes au Bas-Saint-Laurent. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ce service exactement? Oui, bonjour. Moi, je travaille pour le Réseau Agri-Conseil Bas-Saint-Laurent. Les réseaux Agri-Conseil, en fait, c'est une organisation provinciale. Donc, il y en a 13 à travers la province et on s'occupe ici là, de la clientèle de l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Donc, producteurs agricoles, producteurs transformateurs et transformateurs artisans sont nos clientèles cibles. Et sur le territoire, est-ce que vous en avez plusieurs à visiter, à accompagner? Comment ça fonctionne? En fait, il y a aux environs de 2000 entreprises agricoles au Bas-Saint-Laurent et puis il y en a un peu plus de la moitié de cette clientèle-là qui utilise des services conseils financés par le Réseau Agri-Conseil annuellement. Aujourd'hui, on parlait de la transformation artisanale. Vous offrez un service pour les personnes qui œuvrent dans ce domaine-là, mais c'est plus méconnu. Oui, effectivement. En fait, c'est une clientèle qui est admissible au programme d'aide financière qu'on administre, le programme Service Conseil. Puis, cette clientèle-là, c'est ça, mais connaît peut-être un petit peu moins là, notre existence et les services qui sont en mesure, auxquels ils peuvent avoir accès là, par le programme. Donc, que ce soit au niveau là, du coût de revient de leurs produits, d'un plan de commercialisation, de la mise à l'échelle de certains produits, de l'amélioration des recettes et tout ça. Donc, on les invite là, à prendre contact avec nous pour voir s'ils peuvent être éligibles à nos aides financières. Puis nous, à ce moment-là, on peut les référer à des conseillers qui pourraient
leur offrir du soutien dans leur projet. De quelle façon c'est plus facile? Par téléphone ou par courriel? Ils peuvent nous téléphoner là, directement, puis on va pouvoir les aiguiller vers les bons conseillers, puis s'assurer de bien comprendre la nature là, de leurs besoins et tout ça. Et merci beaucoup et merci de votre présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Avez-vous remarqué que cet été, il y avait beaucoup moins d'abeilles autour de nous? Eh bien, on a rencontré Nicolas Bélanger de la Vallée Fleurie qui nous raconte pourquoi et en quoi ça nuit à sa production de miel. Alors, je suis en compagnie de Nicolas Bélanger. Je pense qu'on va se tutoyer parce que je viens ici régulièrement chercher des bleuets et d'autres victuailles. En plus d'avoir été à l'école ensemble. Oui, mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Si ça se peut encore dans la vallée, c'est plus rare, mais en dehors peut-être. Mon nom, c'est Nicolas Bélanger. Je suis tapiculteur, moi, dans la vallée de la Matapédia depuis 25 ans que je pratique mon métier. Déjà 25 ans. Et il y a eu des années plus faciles que cette année, mais cette année, on peut dire que vraiment, là, ça a été épouvantable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Cette année, c'est sûr que ça a été épouvantable. Depuis, je dirais, au moins 5 ans, on voit que ça diminue. La vie s'acère de plus en plus. On dirait que le modèle agricole fait en sorte de plus en plus que nos agronomes proposent des modèles à nos agriculteurs, nos producteurs, dans lesquels ils ont oublié complètement les pollinisateurs, les abeilles. Donc, c'est un peu ça qu'on veut se retrousser les manches un peu puis travailler ensemble avec les agriculteurs parce qu'au départ, le problème n'est pas des agriculteurs. On ne pointe pas du doigt du tout les agriculteurs. On sait que présentement, nos agriculteurs, ceux qui performent aujourd'hui, sont menés par des modèles, des obligations de faire des choses dans lesquelles ils doivent être rentables. Puis c'est ces modèles-là qui font en sorte que souvent, nos pollinisateurs, nos abeilles sont oubliés dans le sens parce que les agriculteurs, eux, ils produisent pas de miel, ils produisent du lait. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des bons fourrages, des fourrages fauchés de façon adéquate et avoir une bonne qualité pour, dans le lait, exemple, avoir le moins de protéines à donner comme supplément puis recueillir des foins avec une protéine supérieure. Ce qui fait en sorte que les agriculteurs doivent faucher rapidement. Très rapidement, on parle aujourd'hui de fauchage dans des modèles conventionnels qu'on a présentement un petit peu partout au Québec, environ 10 % de floraison. 10 % de floraison, ça fait en sorte que dans le modèle d'aujourd'hui, où ce que le petit trèfle n'existe plus comme couvre-sol, il n'y a plus rien pour les abeilles. Nous sommes présentement, même si on a des espaces verts, des espaces... Parce que les ruches sont vraiment réparties un peu partout dans la vallée. Là. Oui. Puis dans la vallée, je parle de moi, mais cette année, on a eu une moyenne catastrophique. On a eu une moyenne autour de 36 livres par ruche. C'est invivable. C'est impossible de continuer à évoluer comme ça dans un modèle de la sorte. Puis, comme comparatif, mon voisin apicole en Gaspésie, nous sommes 2 professionnels de plus de 200 ruches, moi et John Forêt à Maria. Mon mentor, John Forêt, que lui, cette année, a vécu un mur aussi dans la même catastrophe. John a produit 33 livres et moi 36 livres. À ce moment-là, vous ne pouvez pas faire de production, puis vous ne pouvez pas prendre plus de miel parce que ça en prend pour les abeilles aussi pour survivre. Il y a eu de la mortalité d'abeilles aussi. Exactement. C'est sûr que lorsqu'on n'a plus un environnement pour accueillir nos pollinisateurs, on n'a plus de potentiel mellifère, on a toutes les troubles qui vont avec, que ce soit au niveau hivernement, que ce soit au niveau production. On est amené à des carences totales dans notre petit insecte, dans notre petite bête. On n'est pas capable là, de contrôler ce qui va se passer. Dans le fond, c'est la première année que j'ai dû extraire mon miel seulement à l'automne. Je n'ai pas pu faire aucune extraction dans l'été parce qu'il fallait que je laisse le potentiel dans la ruche, l'alimentation nécessaire pour les abeilles. C'était impossible d'extraire aucune quantité de miel durant la saison. Il a fallu attendre à la fin pour ramasser vraiment ce qui restait pour pouvoir réhiverner nos ruches. Puis on se croise les doigts pour voir ce qui va se passer. Et quand on pense à des solutions,
quelles seraient les solutions envisageables? Quelles propositions les apiculteurs voudraient faire aux agronomes? Moi, personnellement, là, après avoir jasé beaucoup, la situation est la même au Québec, à la grandeur du Québec. La situation est la même, les gars, ils crient. En ville, je comprends pas comment ça qu'ils n'ont pas fessé un mur plus que ça. Ce qui arrive, c'est que les gros producteurs d'abeilles ont peu de ruches, mais beaucoup d'espaces tablettes. Les grands producteurs de miel, qu'on dit des grands producteurs, font de moins en moins de miel, mais ils comblent par des achats de miel pour occuper les espaces tablettes. Des achats de miel dans lesquels ils achètent de d'autres pays, de d'autres provinces. Tu sais, on parle, comme exemple, l'Ouest canadien vend du miel encore à 1,25 $ la livre, ce qui fait qu'au Québec, nous autres, présentement, on ne peut pas accoter ça. Notre coût de production est supérieur. Donc, ces gens-là mélangent le miel avec d'autres miels qui coûtent moins cher, ce qui leur permet de vivre. Quand on a une grande espace tablette, c'est possible de vivre avec du miel de piètre qualité, du miel d'un autre gamme, d'un miel d'OGM, un miel de canola. On peut mélanger, on peut survivre, mais le temps est compté. Le temps est compté. Mais c'est vraiment le reflet de ce qui se passe pour l'abeille. Là, on dit qu'elle est en déclin, et en voie de disparition. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les agronomes pourraient proposer aux agriculteurs pour pouvoir pallier à ce problème-là? C'est sûr que les agronomes, présentement, au Québec, si on ne fait pas de sensibilisation, on ne fait pas d'éveil de conscience, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde sans abeilles. C'est impossible de vivre dans un monde sans abeilles, même si quelques-uns disent « Oh, c'est de la foutaise. Nous, on ne croit pas que dans 4 ans, s'il n'y a plus d'abeilles, l'être humain pourrait disparaître. » Mais on pourrait lui poser la question « Est-ce que tu aimerais vivre dans un monde sans abeilles? » La réponse, si oui, c'est de l'orgueil ou de... Parce qu'ils ne sont pas conscients. Non, je crois pas qu'on peut vivre dans un monde sans abeilles. C'est la base de l'environnement. Puis c'est là qu'on est dans un éveil de conscience. Moi, je suis convaincu que le changement d'une petite chose, une très petite chose, parce que j'ai jasé avec beaucoup d'agriculteurs dans la Matapédia ici, puis ils veulent travailler avec moi, c'est évident, mais les agronomes leur proposent différents modèles. Mais dans un éveil de conscience, je crois que la seule chose qu'on pourrait changer, exemple, qui coûterait très, très peu, qui serait très peu monnayable, ça serait de remettre le couvre-sol, le petit trèfle qu'on avait avant dans nos champs, ce qui faisait en sorte que même s'il faucherait à 10 % de floraison, après une semaine, on n'est plus en monoculture. On a un couvre-sol qui fait en sorte qu'on continue d'exploiter un potentiel mellifère. Ce qui fait que l'abeille continue d'évoluer, elle ne tombe pas dans des carences, les reines continuent de pondre et on continue à évoluer au fil de l'année dans un potentiel mellifère dans lequel on va accumuler des réserves de miel. Est-ce qu'un agriculteur pourrait décider par lui-même, bon, ben moi, je fais ça, l'agronome pourra me proposer autre chose, mais moi, je veux avoir mon tapis? C'est sûr que présentement, au niveau de tout le système agricole, l'agriculteur est dépendant d'un système et son potentiel au niveau économique de réussir à cadrer dans un système très difficile aujourd'hui où ce que la vis sert tout le temps, il est comme un peu obligé d'écouter l'affaire. Mais dans un sens, moi, après beaucoup de discussions avec des gens d'ici, c'est sûr que le modèle est fait beaucoup pour les gens de la ville, où on coupe 3-4 fois. Il y a une grande différence ici dans la vallée de la Matapédia au niveau unité chaleur-jour, au niveau des coupes de foin. Ce n'est pas les mêmes coupes de foin qu'on va faire à Montréal. Puis après beaucoup de discussions avec des agriculteurs, j'ai un très bon contact avec tous les agriculteurs, puis je me sens bien entouré avec eux autres. Ils se questionnent eux-mêmes si, au niveau des coupes de foin, ils ne laisseraient pas pousser un peu plus le foin. Ils n'atteindraient pas un niveau de floraison de 20 %, exemple. Okay. S'ils n'iraient pas chercher plus de volume et que ça serait plus rentable de faucher plus tard dans la vallée de la Matapédia un petit peu. Le seul changement que ça prend, c'est simple. C'est qu'à la deuxième coupe, les agriculteurs attendent 5 à 6 jours de plus que ce qu'on fait présentement
Puis c'est toute la différence. Avec un couvre-sol de petit trèfle, c'est tout ce que ça prend présentement. Sans oublier que c'est sûr que ce qui se passe dans la vallée un peu depuis les 5 dernières années, moi, j'y vois au moins un 20 de plus de céréales qui est établi présentement. C'est ce qui est arrivé, c'est sûr que le modèle fait en sorte qu'il y en a qui se sont écroulés. Il y a des gens qui ont pris leur retraite, il y a des gens qui ont vendu des terres, exemple, à des gens de la ville, que ces gens-là n'ont pas de bétail, ils exploitent sur notre territoire des terres dans lesquelles ils plantent de l'avoine. La monoculture. On devient en monoculture. C'est automatique parce qu'aujourd'hui, on utilise Roundup. Roundup, pour un apiculteur, c'est pas de tuer nécessairement les mauvaises herbes, mais c'est de tuer les plantes mellifères. On travaille dans un système comme ça, on arrose, mais les revenus sont basés de la sorte. Si les agronomes font un revenu concernant un modèle, l'agriculteur est chargé de suivre les règles. Sinon, à la fin de l'année, il ne paiera pas ses comptes. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. On est rendu qu'on veut produire au-delà de l'environnement. Bien, des fois, c'est parce qu'il y a un manque de connaissances aussi. Puis, mais pour Nicolas Bélanger, là, pour poursuivre dans le domaine de l'apiculture, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que Oui, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. J'y crois. C'est sûr que ça va prendre un virage rapide à l'échelle du Québec. À l'échelle du Québec, ça prend un virage rapide. Il faut que les politiciens, il faut que nos gouvernements soient conscients de ce qui se passe en apiculture, parce qu'il y en a plusieurs, là, que je le sais, qui vont s'écrouler encore dans les années qui s'en viennent. Là. On est moins de 50 au Québec. Puis je le sais qu'on ne cadre pas au MAPAC parce qu'on représente moins d'1% des revenus total des revenus agricoles. On n'est pas pesant, nous. Mais sauf qu'en environnement, on a toute notre place. Oui. On a toute notre place, même qu'on n'est pas assez pour polliniser le Québec à la grandeur qui est là présentement. Parce que toute la biodiversité dépend de l'abeille. Que ce soit l'érable, que ce soit peu importe des plantes, on peut en nommer 500 présentement, que toute la pollinisation n'est pas calculée. L'apiculteur, dans une région, est très important. C'est un peu le gardien là, de la biodiversité. Bien, il porte dans ses mains la sentinelle de l'environnement. Et on a un devoir de dire ce qui se passe. Oui. C'est simple. La sentinelle de l'environnement, présentement, elle parle et elle nous le dit, nous n'avons plus de potentiel mellifère. C'est ce qui se passe. Est-ce que c'est un peu ce qui se passe au niveau mondial aussi? Il y avait eu un rassemblement là, à Montréal. Est-ce que ça ressemble un peu partout? Oui, sauf qu'au Québec, je dirais qu'on n'a aucun programme d'aide pour l'instant. Moi, si je regarde là, le voyage que j'ai fait à Pimondia, je me rends compte que, je vais vous donner un exemple, comme l'Éthiopie. L'Éthiopie est présentement un pays du tiers-monde encore, mais est présentement en avance sur le Québec présentement. L'Éthiopie a bâti un mur végétal avec des pollinisateurs pour contrer le désert. On est loin de ça encore au Québec. On a beaucoup de travail à faire, puis on est très, très loin de ces réalisations-là encore, parce qu'on n'a aucun programme d'aide pour le soutien apicole au Québec. Puis ce que les apiculteurs veulent réclamer un peu aussi par la bande de tout le savoir, c'est un plan d'urgence. Ça va nous prendre un plan d'urgence parce qu'on est en train de perdre un potentiel apicole au Québec, un grand potentiel apicole. Puis selon moi, il n'y a pas un produit du terroir qui peut représenter mieux le terroir que le miel. On a sa flore dans un contenu. Chaque région a un miel différent. C'est grand, l'apiculture. C'est la base de l'environnement. Je ne comprends pas pourquoi que nos gouvernements se sont pas conscientisés encore à dire il faut aider ces gens-là. C'est des patriotes environnementaux, les apiculteurs. C'est des gens qu'on a besoin, c'est des gens qui contribuent à une biodiversité et à un sain environnement. Bien, l'appel est lancé en espérant qu'il soit entendu. Et puis, on espère que des gens qui ont des solutions, qui voudraient communiquer avec toi, puissent le faire. Puis, félicitations pour ton travail acharné. Un gros merci. Je capte votre attention avec 2 mots, hockey
et chasse. Maintenant que vous m'écoutez, on est allé rencontrer Guylain Raymond à Cause Abscal qui vous parle d'une soirée toute spéciale de hockey. Il va y avoir un match contre les personnalités du monde artistique qui viennent jouer au hockey à Cause Abscal dans le mois de mars. Et aussi, on vous présente une soirée chasse aux maniaques à Cause Abscal. Guylain, nous sommes ici en avant de la salle de spectacle Gérard Charrette parce qu'il va y avoir un événement spécial qui va se passer pour tous les amateurs de chasse. Ils vont pouvoir revivre ça un peu, puis offrir des beaux cadeaux de Noël à tous les amis qui veulent, qui les accompagnent. Bien, chasse aux maniaques, c'est chasse et pêche aussi, parce que depuis un bout, ils ont pêché aux maniaques. Alors, chasse aux maniaques va débarquer ici le vendredi 31 janvier. Les films vont débuter à 7 h. C'est vraiment avec Mathieu Pouliot, une belle soirée. Il y a des prix de présence à tirer. C'est vraiment une belle soirée à ne pas manquer pour les amateurs de chasse. C'est la soirée ici dans la vallée pour la chasse. Est-ce qu'on peut rappeler la date, l'heure, tout ça? Quand est-ce qu'on va vivre cet événement-là? Bien, le 31 janvier à 7 h, ça sera ici, à la salle de spectacle Gérard Charret. Les billets seront en vente. Ils sont en vente maintenant, c'est-à-dire à Amqui Chasse et Pêche, le dépanneur MF Tremblay Cause Abscal, le dépanneur Crevier à Cause Abscal, ainsi qu'au service des loisirs. Et vous pouvez aller sur Internet, Chasse aux maniaques, et acheter en ligne maintenant. Alors ça, c'est nouveau. Fait que pour des cadeaux de Noël, le coût est 25 $, les billets en pré-vente. Alors c'est vraiment une belle opportunité d'acheter les billets. Alors, on s'offre ça à Noël et puis on vient vivre ça en gang. Merci beaucoup, puis une belle invitation encore. Pas juste à Cause Abscal, la vallée au complet et même plus. Toute la vallée, les plateaux, tout le monde est invité. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent sur Facebook Loisirs et aussi les médias locaux. Alors, tous les médias, fait que c'est important que les gens soient là au rendez-vous. Et Mathieu Pouliot, je vous promets une belle soirée avec Mathieu. Merci. Merci. Guylain, on est ici pour parler d'une excellente suggestion de cadeau pour Noël. C'est d'inviter la population à venir assister à un match hors du commun. Ça va être avec des artistes. Est-ce que tu peux me parler un peu des artistes qui vont être sur la glace? Bien, c'est sûr que tout le monde connaît Jean-Michel Anctil. Jean-Michel va être ici avec la tournée des célébrités. T'as Peter Miller, t'as Étienne Drapeau, Ludovic Bourgeois. T'as Christian Sbroca, il m'en manque une couple, mais ils sont tous là, ils vont tous être là. Ils font une tournée partout provincialement, ça s'appelle la tournée des célébrités. Ça va être une belle fin de semaine. Nous, on organise ça pour le 7 de mars ici. Alors, on est en train de tout faire la programmation de la soirée pour que les gens qui vont venir vont avoir vraiment un bel événement. Et là, il va y avoir cette équipe-là de célébrités, mais pour l'affronter, il y a des gens d'ici qui vont être sur la glace. Oui, bien un peu ce que je voulais faire, puis la ville, ce qu'on voulait faire, c'est avoir une équipe toute matapédienne. Alors, on était chez des joueurs des premières éditions des années 90, seniors, d'édition 2000, puis un peu quelques-uns de dernière édition de cette année, c'est-à-dire, mais pas beaucoup parce qu'on voulait avoir une belle équipe, avoir un beau spectacle avec eux aussi en même temps, puis faire une compétition saine avec les artistes. Et dans tout ça, c'est que on a été chercher aussi des gens qui sont bénévoles dans certains organismes, qui sont des joueurs de hockey, comme à Fort Cozap. On aura le personnage Père Foura qui sera avec nous, mais pas en Père Foura, en joueur de hockey. Alors, vu qu'il fait du bénévolat, on a été chez une fille qui s'appelle Lénie Simard, que vous connaissez sûrement, qui a joué collégial, qu'elle travaille au niveau du hockey féminin dans la région, mais elle vient d'ici, elle était à la Coupe de Hoche. On a fait un beau mélange de bénévoles, d'anciens joueurs, mais MRC, des plateaux, on a des joueurs. On a des joueurs de Cozap, d'Amqui, Sébec, un peu partout. Pour les joueurs, premièrement, ils vont avoir chacun 20 billets à vendre pour qu'il y ait du monde d'un peu partout, puis que ça soit vraiment une soirée où les joueurs, les spectateurs, les enfants, tout le monde se rappelle de leur passage à Cause Abscal, autant dans la MRC matapédienne, autant les artistes. Ah oui. Puis il y a le hockey mineur aussi qui va pouvoir participer. Ce qu'on veut faire au début, avec les nouveaux demi-glaces, les demi-bandes, on va faire avec les pré-novices une prestation, un mini-match avec les artistes. Et tout le monde va pouvoir, les petits de 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, avoir au moins un autographe ou une photo avec l'artiste. Mais justement, il va y avoir une séance après là, pour pouvoir rencontrer ces artistes-là.
Après ça, après la soirée, vers 9h30, 10h, les artistes vont signer des autographes à la sortie ici. Alors, puis après, on est en train d'organiser la programmation pour les emmener peut-être ailleurs, soit au bar laser ou ici en haut de l'aréna. On est en train de finaliser le dossier. Donc, on peut se procurer les billets auprès de ceux qui vont jouer sur la glace, mais sinon, dans les dépanneurs... En ce moment, oui, c'est ça. À partir de vendredi, les joueurs vont avoir les billets. Alors, les gens vont pouvoir les acheter auprès des joueurs. Souvent, les joueurs vont solliciter la population. Et nous, au service de loisirs, ils vont en avoir. Et on va dire sur notre message au 418-756... 3444, le poste 1394. On va dire l'endroit où est-ce que les billets sont en vente parce qu'on est en train d'organiser ça. Et merci beaucoup, Guylain. Une excellente initiative. Et puis, il va y avoir des beaux cadeaux à Noël cette année. C'est sûr. Les gens, c'est vraiment un beau billet pour un échange de cadeaux. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que les billets sont en vente. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur les billets pour qu'ils soient prêts au moins pour la semaine prochaine pour le temps des fêtes. Merci beaucoup. Merci. Bingo cadeau au profit de la Maison des jeunes de Lac-aux-Saumons ce samedi 21 décembre à compter de 14h au centre multifonctionnel de Lac-aux-Saumons. Le 31 janvier prochain, la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Bas-Saint-Laurent, avec l'aide de l'Appui, tiendra en 2020 sa première de 4 conférences avec Madame Jeanne-Marie Rugira, PhD, professeure au département de psychosociologie et travail social à l'UQAR. Téléphonez au 88 724 54 99 pour vous inscrire. Le club Richelieu-La Rocade emballe vos cadeaux jusqu'au 23 décembre, les jeudis et vendredis entre 10h et 20h et les samedis et dimanches entre 10h et 17h. Service offert chez Sport Expert à Amqui. Contribution volontaire. Rendez-vous sur la page Facebook de la Ville d'Amqui pour accéder aux horaires des fêtes pour la piscine, le patinage libre et la bibliothèque. Merci d'avoir été des nôtres pour ce tout dernier Info.tvc de 2019. Je vous invite à jouer à notre super méga bingo du 29 décembre prochain où il y a 2500 $ en prix. C'est le temps d'aller acheter des tonnes de cartes et d'aller chez grand-maman qui a Cogeco pour jouer tous ensemble en famille. Faites-en une tradition familiale qui reviendra d'année en année. Toute l'équipe de la TVC se joint à moi pour vous souhaiter joyeux Noël, joyeuses fêtes, prenez du temps en famille, créez des moments magiques et on se revoit en 2020, la tête reposée, plein d'énergie, plein de nouveaux sujets. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et joyeuses fêtes! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.